faites-moi signe que ça marche en ligne aussi. C'est bon en ligne? Ouais. Ça marche en ligne. Okay. Bon, bien écoutez, merci à tous d'être présents pour cette conférence débat sur l'écosystème hydrogène en Occitanie. Je suis Jean Véra, je vais animer cette réunion. Puis je vais tout de suite laisser la parole à M. Madol qui nous accueille aujourd'hui à la CCI. Merci. Ben, écoutez, bienvenue à vous tous. Mes salutations à mesdames et messieurs. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude pour cette conférence de débat sur l'écosystème hydrogène en Occitanie. Cette conférence fait effectivement partie d'un programme d'échange ouvert au grand public, organisé par Terega et Natran, concernant Barmar, qui est dans les apostrophes Barcelone-Marseille. Une canalisation sous-marine de transport d'hydrogène entre Barcelone et Marseille. Et la soirée de ce soir est organisée en partenariat avec la Chambre de commerce. Barmar est le segment central du futur corridor d'hydrogène nommé H2Med, indispensable à la décarbonation de l'industrie en Europe de l'Ouest et à notre souveraineté énergétique. Ce projet est porté par la société Barmar, créé par les opérateurs de transport de gaz Enegaz, Natran et Terega. Je vais profiter de ces quelques mots introductifs pour vous informer que la Chambre de commerce est convaincue du développement de l'hydrogène en Europe et en France. Et nous agissons pour cette filière. En contrebas, sur votre gauche, vous verrez donc une station d'hydrogène sur 4000 m² que nous avons accueillie et qui va desservir les poids lourds et les véhicules légers. C'est la première station d'hydrogène du Narbonnais. Elle a été inaugurée il y a 10 jours et elle est en fonctionnement et elle commence à être bien occupée. Nous sommes aussi actionnaires du port de commerce de Port-la-Nouvelle qui accueille la première usine d'hydrogène vert, l'usine IDOC. Et nous en sommes aussi très fiers. La CCI soutient le projet Barmar. Plus largement, nous souhaitons que cette canalisation depuis Fos-sur-Mer, connectée à l'Occitanie via 2 autres projets d'intérêt communautaire, le projet Midi qui ira de Fos-sur-Mer à la frontière Hérault-Aude et le projet ISO qui irriguera l'ensemble de l'Occitanie et du sud-ouest de la France. Je fais le vœu que l'Occitanie soit irriguée par l'hydrogène à travers ces projets et j'espère que la connexion se fera également, bien évidemment, jusqu'au port de Port-la-Nouvelle. Pour développer une filière énergie nouvelle, il faut transporter en irriguant les territoires, il faut stocker et il faut également des usages. Donc là, aujourd'hui, les planètes s'alignent. Nous espérons voir ce projet arriver à son bout. Sachez que déjà sur le territoire de la Narbonnaise, nous avons un lycée d'enseignement qui travaille sur la maintenance des véhicules à hydrogène. Nous sommes grâce au financement de la région, nous sommes précurseurs et le monde économique a besoin de faire évoluer sa conception sur les énergies renouvelables et l'hydrogène en fera partie. Je vous remercie et je vais laisser la parole maintenant à mon collègue vice-président de l'AGLO en charge des énergies renouvelables et qui nous accompagne dans toutes nos démarches. Merci Louis. Mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger autour de l'écosystème hydrogène en Occitanie dans le cadre de la concertation publique relative au projet Barmar. La création de ce corridor stratégique, tout comme les investissements qu'il mobilise, nous rappelle avec force que l'hydrogène est désormais un levier incontournable pour répondre aux défis climatiques, énergétiques et économiques de notre époque. Il offre une voie concrète pour concilier performance industrielle, souveraineté énergétique et respect de l'environnement, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour nos entreprises et à terme pour nos usages quotidiens. Bien que ce projet de conduite offshore passe au large du golfe du Lion, il comporte
des retombées positives majeures pour le Grand Narbonne et son attractivité économique. D'abord, au-delà de son rôle d'interconnexion transfrontalière, Barmar doit être considéré comme la première étape du futur réseau français du transport d'hydrogène, en lien avec plusieurs tronçons dont certains sont déjà en réflexion, notamment le réseau ICHOV. En reliant Fos-sur-Mer au sud-ouest de la France, ce réseau traversera le Narbonnais et offrira ainsi des opportunités de raccordement aux industries locales engagées dans la décarbonation. Ensuite, ce projet vient conforter le développement de toute une filière hydrogène vert. Le dynamisme de la production dans la péninsule ibérique, conjugué à une demande croissante en Europe, notamment en Allemagne, valide la pertinence de cette stratégie. C'est un signal très encourageant pour la filière locale en pleine émergence sur Narbonne et Port-la-Nouvelle, portée notamment par l'usine IDOC et par le déploiement d'un réseau de stations de recharge, dont celle inaugurée récemment à Narbonne. Barmar répond ainsi à un double enjeu: sécuriser des approvisionnements en énergie décarbonée à un coût compétitif, tout en accompagnant activement la décarbonation de nos usages industriels. Je souhaite également rappeler les ambitions nationales et régionales qui nous engagent collectivement à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Dans ce contexte, la création de cet hydrogénoduc marque une étape décisive dans la transition énergétique de notre territoire. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée concrète en faveur de la décarbonation de notre industrie. Au-delà de l'infrastructure, c'est bien une vision globale qui est à l'œuvre. À l'instar de la démarche de Caire sur notre modeste territoire, les forces se rejoignent pour bâtir un modèle de développement plus durable et plus résilient. Tout d'abord, la production importante d'électricité verte qui est ensuite utilisée pour produire de l'hydrogène vert et bientôt la structuration du réseau de distribution. Il nous appartient désormais d'accélérer le développement des usages. Je souhaite également souligner l'implication du lycée Louise Michel, sur lequel on a pu visiter à plusieurs reprises, qui a su anticiper les besoins en compétences en lançant une formation dédiée à la maintenance des moteurs hydrogène. Cette initiative répond aux attentes des industriels et participe pleinement à la structuration d'un véritable écosystème hydrogène sur le territoire du Grand Narbonne. C'est pourquoi je formule le vœu que cette dynamique se poursuive et s'amplifie, que les équipements qui seront mis en place soient largement utilisés, qu'ils inspirent de nouvelles initiatives et qu'ils contribuent pleinement au rayonnement de l'Occitanie comme territoire engagé dans la transition énergétique. Je vous remercie. Merci. Donc ce soir, il s'agit d'une conférence débat. Le principe d'une conférence débat, c'est qu'on va partir du projet Barmar et on va un peu élargir le spectre des discussions en parlant notamment de tout l'écosystème hydrogène en Occitanie. Donc ce soir, pour cette conférence débat, nous avons plusieurs, à la fois représentants du projet et invités experts du secteur de l'hydrogène. Je vais d'abord vous proposer de commencer par un rapide tour de table. On va commencer par vous, Monsieur Salomon. Oui, ce micro-là. Oui, bonjour et merci de cette invitation. Voilà, moi je suis ingénieur énergéticien et
un des acteurs de l'association Negawatt qui a travaillé sur un certain nombre de scénarios énergétiques pour la France. On travaille actuellement sur notre 6e scénario qui va porter de 2026 à 2070, qu'on devrait présenter en fin d'année. Bonjour tout le monde, Lionel Barthes, je suis responsable du service transition énergétique à la région Occitanie. Et c'est donc au sein de mon service qu'on pilote, j'aurai l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, qu'on pilote toute la stratégie de déploiement de l'hydrogène vert en région, en lien bien entendu avec nos agences et les autres directions de la région. Donc un vaste sujet sur lequel je détaillerai plus amplement tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. François Dedieu, moi je suis le secrétaire général de la société Barmar créée pour porter le projet. Bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Emmanuel Thomas, je représente la société CARE. Je suis le directeur commercial pour la France en ce qui concerne l'hydrogène. Bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Nicolas Azan, je suis le délégué Occitanie de France Hydrogène, qui est l'association qui représente les acteurs de la filière hydrogène en France. Merci beaucoup. Et dans les autres intervenants de cette soirée, il y aura aussi Madame la Garante, Audrey Richard-Ferrugi. Je vous propose peut-être de vous présenter aussi, de présenter rapidement la CNDP. Merci. Donc effectivement, donc je suis garante et nous sommes 3 garants-garantes ce soir. Mes deux collègues sont en ligne pour suivre également cette réunion. Notre rôle est bien à la fois de faire des préconisations dans l'organisation de la concertation, de suivre, de servir de recours pour toute personne qui souhaiterait nous contacter concernant l'exercice de leur droit à l'information ou à la participation, c'est bienvenu, et de rendre compte. Et dans ce cadre et dans le cadre des préconisations, ce soir on est sur une réunion thématique, c'est vivement intéressant, il y a différentes modalités, une réunion thématique qui vise à aborder des sujets qui ont pu être identifiés dans l'étude de contexte ou qui, par exemple, ont été soulevés dès la réunion d'ouverture, ici de comprendre, de resituer le projet dans l'écosystème des projets hydrogène, plus spécifiquement ici en Occitanie. Donc l'enjeu de cette réunion, c'est vraiment de creuser ensemble, partager l'information sur des sujets. Toute question, toute proposition est bienvenue, que ce soit des questions de compréhension. Vous avez tout à fait le droit de dire, voilà, là, ce n'est pas clair, pouvez-vous en dire un peu plus? On sera vigilant de clarifier les sigles et les termes techniques. Ou toute question technique pointue est bienvenue également. Et toute proposition. Voilà, donc on va suivre cette réunion avec également les collègues en ligne qui restitueront les questions qui seront posées. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous êtes en ligne, vous pouvez dès à présent commencer... le mieux, c'est d'attendre quand même les prises de parole, mais vous pouvez dès à présent commencer à rédiger vos questions ou vos prises de position, et elles seront en effet lues par M. Borissou et Mme Larue. Et je reprécise bien sûr que nous sommes indépendants du maître d'ouvrage, des acteurs du secteur, et nous devons être neutres en pratique. À aucun moment, nous ne prenons position sur le projet, mais nous traitons à égalité toutes les contributions, qu'elles viennent d'un jeune, demain nous serons dans un lycée, ou d'une personne très pointue sur le sujet. Ce qui compte pour nous, c'est de rendre compte de l'ensemble des arguments, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Merci. Alors, comment va se dérouler cette réunion? Donc, on va commencer d'abord, on va présenter une courte vidéo qui présente le projet dans ses grandes lignes. François Dedieu ensuite présentera une vue d'ensemble du projet. Ce point de vue sera complété par Thierry Salomon de Negawatt pour des perspectives plus nationales sur l'hydrogène, avant que Lionel Barthes pour la région Occitanie fasse un focus sur l'écosystème hydrogène. Quand ces différentes présentations auront été faites, on en a pour à peu près 25-30 minutes, on passera un temps de débat entre les différents intervenants, pendant là aussi une trentaine de minutes, et puis ensuite ce sera le temps des questions du public. Tout de suite, on peut lancer la vidéo. De l'ordinateur, je pense. Au début. El hidrógeno es una pieza clave para la política energética europea. Permite abordar 3 desafíos a la vez: la descarbonización,
la seguridad energética y la competitividad industrial, especialmente en un momento de inestabilidad global como el actual. Alors l'hydrogène renouvelable se produit par un procédé qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. On utilise de l'électricité renouvelable qui peut venir du solaire ou de l'éolien pour séparer une molécule d'eau en deux composants, de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène renouvelable de l'autre. Par l'utilisation et par la production d'hydrogène renouvelable, l'Europe va pouvoir remplacer de l'énergie fossile, devenir plus résiliente et se décarboner. Par exemple, pour fabriquer de l'acier, l'hydrogène vert renouvelable pourrait remplacer le charbon et réduire de 80 à 90% les émissions de CO2 de ce secteur d'activité. Barmar es una de las piezas clave del corredor H2Med. Es la interconexión más avanzada en el contexto de la Unión Europea. Y hay unos objetivos de descarbonización muy importantes y el hidrógeno es la única alternativa viable para que se produzca esa descarbonización. Ce projet Barmar, c'est un défi technique et industriel pour nous. Nous allons poser une canalisation sous-marine, 1 mètre de diamètre sur 400 km. C'est la première fois qu'on va réaliser comme ça une canalisation de transport d'hydrogène à cette échelle. Et Barmar va ainsi poser les bases du réseau énergétique de demain pour l'Europe. Au niveau environnemental, la première étape du projet, c'est une étude géophysique. On va aller étudier les fonds marins, chaque mètre carré du fond marin, pour analyser les sédiments, identifier les habitats sensibles et ainsi pouvoir limiter l'impact du projet sur l'écosystème marin. Pour installer une telle canalisation, nous allons amener des tubes sur un bateau de pose, c'est un grand bateau de 250 mètres de long environ, sur lequel les tubes vont être soudés les uns aux autres, puis on va les laisser descendre et se poser au fond de la mer. Pour cela, on va les guider de manière très précise. Et on va avancer ainsi à une vitesse de 2 km par jour à peu près. Ça dépend un peu de l'environnement. L'objectif est clair, c'est permettre son intégration dans l'environnement et permettre que les activités économiques, la pêche notamment, puissent continuer. Avant d'arriver à terre, nous allons passer par un micro-tunnel. Ainsi, la canalisation sera complètement enterrée sans perturber l'arrivée sur le rivage. En résumé, c'est sûr, invisible et parfaitement contrôlé. Alors ce projet, Barmar, représente une opportunité économique très importante pour la France. Il va acheminer jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans la zone de Fos-sur-Mer. Ça va également soutenir la décarbonation d'industries existantes qui emploient des milliers de personnes, que ce soit dans le raffinage, la chimie ou même la production d'acier. Donc finalement, le projet Barmar agit comme un accélérateur pour la compétitivité de la région. El desarrollo de la economía del hidrógeno verde representa una gran oportunidad para España y que fomentará tanto la competitividad como la creación de un empleo de calidad en el territorio nacional. Además, esto no solo va a suponer un desarrollo en el frente económico, sino también social en todos los territorios en los que el proyecto se desarrolla. Para ello se ha creado una empresa que lo desarrolle y hay equipos ya en marcha para este objetivo. De manera que en el 2032 se prevé que para el 2032 pueda estar en servicio. Barmar representa mucho más que un ducto submarino, representa una visión europea compartida, común y de futuro. Ensemble, nous allons construire le réseau de demain pour une Europe plus résiliente et souveraine sur le plan énergétique. La economía del hidrógeno verde acelerará el crecimiento industrial y la generación de empleo de calidad en España, posicionando al territorio nacional como un hub europeo del hidrógeno renovable. Barmar, c'est aussi une opportunité économique pour la France et à long terme, la France peut être au cœur d'un système d'énergie décarboné. François, c'est à vous. Alors, pour ne pas paraphraser la vidéo et peut-être pour présenter en quelques mots le projet très rapidement, pour resituer quelques informations complémentaires qui n'ont pas forcément été citées. Déjà, c'est sur les porteurs de projet. Le projet Barmar est une société dédiée, créée
il y a un petit peu plus bientôt un an, je vais y arriver, voilà, parfait. Il y a un peu plus d'un an, en juillet de 2025, et dont les 3 actionnaires sont français et espagnols. Côté espagnol, Enagaz, le gestionnaire d'infrastructures de transport de gaz en Espagne, et côté français, Natran et Terega, qui sont les 2 gestionnaires d'infrastructures de transport de gaz français. Donc ensemble, 50% côté espagnol, 50% côté français, ils ont créé cette société qui a pour objet de développer spécifiquement ce projet transfrontalier qui va interconnecter Barcelone et Marseille, du coup Barmar. Projet qui a deux enjeux et qui ont été déjà évoqués dans la vidéo. Une partie de décarbonation pour remplacer l'hydrogène gris et amener des futurs usages, et surtout une grande part liée à la souveraineté. C'est un thème qui sera peut-être pas forcément le cœur du débat ce soir, mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler, c'est qu'aujourd'hui l'Europe dépense un peu plus d'1 milliard d'euros par jour pour importer de l'énergie fossile. Ça remet un peu en perspective notre dépendance et notre addiction aux énergies fossiles, et finalement l'intérêt d'un projet comme celui-ci pour redevenir un peu plus indépendant tout en se décarbonant. Là encore, je ne vais pas reprendre les principaux éléments du projet. Ils ont déjà été exprimés dans la vidéo. Un côté espagnol, une station de compression, puis ensuite une canalisation de 400 km. Elle va passer essentiellement au large des côtes à une profondeur de l'ordre de 120 mètres. Et sa capacité aujourd'hui est de 2 millions de tonnes, peut-être un ordre de grandeur. 2 millions de tonnes, c'est 20% de la consommation actuelle d'hydrogène en Europe, sans compter les futurs développements de nouveaux usages. Vous avez un petit peu plus d'éléments sur le tracé. Là encore, je n'insiste pas forcément parce que ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Sachez juste qu'effectivement, ce fuseau que vous voyez à l'écran et qui est déterminé à partir des premières études qui ont été effectuées vise à limiter au maximum l'impact à la fois sur les activités économiques et sur l'environnement, tout en garantissant une faisabilité technique du projet, en évitant les zones très complexes type canyon sous-marin, en évitant aussi les projets d'éolien offshore, et sans se rapprocher trop des zones de biodiversité qui sont proches de la côte. Finalement, voilà, le projet a déterminé aujourd'hui une sorte de fuseau de moindre impact que vous voyez en orange, et qui est le meilleur compromis pour pouvoir passer de Barcelone à Marseille. Je vais insister un tout petit peu plus sur cette diapo qui resitue Barmar au sein du corridor H2Med, le corridor qui a pour vocation de relier les différents réseaux d'hydrogène de la péninsule ibérique jusqu'à l'Allemagne, avec un zoom particulier sur l'Occitanie, puisque c'est le cœur de la conférence de ce soir, en rappelant effectivement, et ça a déjà été dit dans les discours d'introduction, que le projet Barmar va servir de catalyseur pour à la fois effectivement le réseau FM, et surtout pour les réseaux ISO et MIDI, en permettant de transiter des quantités importantes d'hydrogène depuis l'Espagne jusqu'à la France. Finalement, ça va permettre d'atteindre la masse critique, le volume critique, qui va permettre l'émergence, ou qui va faciliter en tout cas l'émergence des réseaux adjacents, Inframed côté région PACA, et puis ISO et MIDI côté région Occitanie, sans oublier la petite branche vers Port-la-Nouvelle qui a été citée tout à l'heure. Voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister et sur lequel on pourra revenir. Et je vais en rester là pour la très brève introduction du projet. Monsieur Salomon, c'est à vous pour nous expliquer un peu du point de vue national, mais aussi du point de vue local, comment vous voyez les choses. Merci. Là, il y a eu toute une série de scénarios qui ont été étudiés en France il y a quelques années. C'est intéressant. Je ne sais pas si la diapo suivra. J'ai une diapo. Pardon, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il y a eu vraiment toute une série donc, de scénarios énergétiques qui ont été élaborés par des experts divers qui ont travaillé de façon relativement indépendante et qui sont arrivés à des résultats qu'il est intéressant de développer. Alors, je le ferai uniquement sur l'hydrogène, bien entendu. Et sur la diapo qui est ici, j'ai mentionné
la consommation d'énergie liée à l'hydrogène dans l'ensemble des scénarios. Tout à gauche, vous avez ce qui se passe en France en 2019. En termes d'années de référence, on est à peu près à 49 milliards de kilowattheures de contenu énergétique, si vous voulez, qui sont liés à cette consommation. Et puis l'ensemble des scénarios, vous voyez, sont sur des consommations qui vont être tout à fait supérieures, d'un facteur souvent 2, voire 3 par rapport à 2019. Donc tous les scénarios, pratiquement tous, sauf le dernier, augmentent de façon tout à fait importante cette utilisation de l'hydrogène. Les scénarios de RTE le font, c'est les 3 suivants, hein, de la gauche vers la droite. Ils sont assez différenciés. Il y a un scénario qui a été appelé hydrogène plus, qui justement se fonde beaucoup sur l'hydrogène, et on arrive à des niveaux qui sont à 180, c'est-à-dire effectivement de l'ordre 3 à 4 fois par rapport à la situation actuelle. Un scénario comme Négawatt, qui est juste après, qui est un scénario 100% énergie renouvelable, fait effectivement appel à l'hydrogène et à, bien entendu à cette fabrication et à cette utilisation, notamment sur les problématiques qui peuvent être liées aussi à des questions de stockage et de fabrication, de production d'électricité pour pallier à la variabilité des renouvelables. Et ensuite, vous avez les 4 derniers, sont ceux de l'ADEME, avec des différences qui sont assez marquées. Certains font encore appel à une production à partir de gaz, c'est en jaune ici, ou éventuellement aussi à des productions renouvelables d'origine étrangère, comme le scénario qui est S3. Le tout dernier est un scénario dit de forte industrialisation au niveau de la France, qui est très électrifié. Et là, on est véritablement sur une option tout électrique. Et là, à ce moment-là, derrière, le nucléaire est beaucoup plus important, et donc la partie d'hydrogène est finalement plus basse dans ce scénario. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour détailler, si vous voulez, mais pour indiquer que, contrairement aux scénarios qui ont été étudiés précédemment, disons il y a 10 ou il y a 15 ans, l'hydrogène est une clé tout à fait importante dans les vecteurs énergétiques qui font l'objet maintenant de ces travaux, qui vont être réactualisés prochainement, je pense, sur l'année qui vient. Voilà, fin d'année, année qui vient. Alors. Oui, ça c'est également aussi une dia que je présente, alors là qui est plutôt du côté de l'Occitanie, puisque j'ai travaillé sur un scénario qui s'appelle Région à énergie positive. J'anticipe un petit peu ce qu'on va faire, indiquer tout à l'heure. C'est simplement cette dia, et pour vous montrer, si vous voulez, que derrière l'hydrogène qu'on voit au travers de l'utilisation via à plusieurs niveaux, au niveau évidemment de l'électrolyse, mais aussi de ce qu'on appelle la méthanation, est utilisé dans ce type de scénario. Ce qui est important de retenir, si vous voulez, c'est qu'on est face à un vecteur énergétique, c'est-à-dire à une des possibilités de transporter de l'énergie, et que ce transport-là doit être intégré à l'intérieur d'un système. C'est un petit peu la clé qu'on pourrait indiquer sur cette présentation. Ce qui est important, et là le projet Barmar peut y contribuer, c'est de pouvoir disposer de vecteurs énergétiques au-delà des vecteurs traditionnels qui peuvent être le gaz fossile ou le gaz renouvelable, et puis bien entendu l'électricité de différentes origines, de façon à ce que, entre la consommation et la production, on puisse avoir la possibilité d'optimiser au mieux les systèmes et d'éviter des gaspillages d'énergie en quelque sorte, ou des mauvaises utilisations de certains systèmes. Je ne sais pas s'il y a encore une après.
Oui, voilà. Alors je reste encore sur cette diapositive qui est sur l'Occitanie et qui était simplement pour montrer un des résultats de ce travail sur ce scénario REPOS, REPOS voulant dire région à énergie positive, et qui était un challenge consistant à dire est-ce qu'on a sur l'Occitanie, à l'horizon 2050, la possibilité d'avoir des productions d'origine renouvelable qui soient supérieures à l'ensemble des consommations? Alors, entre la production et la consommation, il y a l'ensemble de ce que j'ai appelé tout à l'heure ces vecteurs énergétiques un peu compliqués. Vous avez vu le schéma précédent. Mais le résultat de ce travail-là, qui a eu lieu entre 2019 et 2022-2023, est positif. C'est-à-dire qu'on a la chance, en Occitanie, d'avoir la quasi-totalité de l'ensemble des énergies renouvelables disponibles, en relative abondance, assez bien répartie, mais avec aussi évidemment des spécialisations, moins de biomasse sur le littoral, plus évidemment du côté de Midi-Pyrénées, mais c'est possible. Et ça, c'est vraiment un résultat extrêmement intéressant, parce que derrière cette idée qui consiste à dire on peut être sur un équilibre énergétique dans notre région qui représente tout de même une surface tout à fait importante, un nombre de populations importantes. Quand j'ai travaillé là-dessus, je me disais, mais c'est comme si je travaillais sur l'Irlande ou sur l'Autriche. C'est un vrai pays, en quelque sorte, hein, et avec une dotation formidable sur les renouvelables. Le problème est sur les vecteurs énergétiques, notamment, parce que ça, c'est pas très simple. Il ne faut pas uniquement produire. Il faut évidemment diminuer la consommation à travers la sobriété et l'efficacité. Mais entre les deux, il y a ces vecteurs énergétiques. C'est un peu complexe, mais il faut faire en sorte que derrière, on ait un mariage heureux, voilà, entre l'électron et puis finalement la molécule. Parce que cette molécule peut se stocker, l'électron, lui, est beaucoup plus souple, etc., etc. Et ça, c'est la clé du succès sur des scénarios d'avenir qui nous orientent vers cette fameuse neutralité carbone et cette diminution de l'ensemble des ressources extractives. Alors, je vais vous faire un petit focus sur la région Occitanie, parce que c'est vrai que dans les propos introductifs des deux présidents, on était beaucoup sur la façade littorale à ce stade, et c'est vrai que c'est la façade la plus développée. Il faut savoir quand même que le développement et le déploiement de l'hydrogène vert en région, il se fait à l'échelle de l'Occitanie. Donc je vais vous présenter une petite carte qui va récapituler un petit peu tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, Thierry Salmon l'a évoqué, on est dans le cadre de la stratégie région à énergie positive. L'objectif, c'était de promouvoir un mix énergétique. Et bien entendu, et assez tôt d'ailleurs, la présidente Carole Delga a poussé aussi pour que l'hydrogène vert, spécifiquement vert, ait toute sa place dans cette stratégie région à énergie positive. Donc pour ça, en 2019, il y a eu un grand plan régional qui était de mémoire le premier plan à l'échelle d'une région qui avait été mobilisé là-dessus, approuvé par les élus régionaux pour développer l'hydrogène vert. Ce plan hydrogène vert, il s'inscrivait sur un temps relativement long de 2019 à 2030. La région s'engageait à mobiliser 150 millions sur cette période-là pour développer l'hydrogène vert, puisqu'on partait quasiment de la feuille blanche à l'époque, on projetait beaucoup de choses. Et l'enjeu, c'était de structurer une filière, d'avoir une structure d'animation, d'accompagnement des différents acteurs, de créer du développement économique, de promouvoir la transition énergétique. Donc il y avait quand même plusieurs finalités à ce plan régional hydrogène vert qui a été réactualisé entre-temps. Ce que je voulais mettre en avant surtout sur cette carte, c'est que quand on parle d'hydrogène vert, ce n'est pas un pari. Ce n'est pas une projection qu'on peut se faire en disant voilà, peut-être que ça marchera ou pas. Aujourd'hui, en Occitanie, l'hydrogène vert, c'est une réalité. Il y a déjà des équipements, ça a été évoqué dans les propos introductifs. On a l'usine Idoc qui devrait être inaugurée prochainement. On a des stations de distribution, donc vous avez Narbonne, là pour le coup on n'est vraiment pas très loin. Vous avez Béziers, qui n'est pas très loin non plus. Et vous avez
sur Toulouse également d'autres infrastructures. Donc on a une autre usine de production d'hydrogène vert, qui est l'usine de Life à Bessières, au nord de Toulouse, qui est plus petite que l'usine d'Idoc, mais voilà, qui peut produire, je crois, l'équivalent de 2 tonnes jour de mémoire. Et on a aussi une autre station de distribution à Saint-Sulpice-la-Pointe. Donc, quand vous prenez l'autoroute de Toulouse pour aller à Albi, il y a également une autre station de distribution qui est portée par un autre opérateur qui s'appelle Seven. Il faut rappeler aussi, et c'est pas neutre, qu'il y a un premier écosystème territorial qui a été créé autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, en amont de tout ça, qui permet de faire circuler notamment les navettes pour ceux qui prennent les avions sur les parkings P5, P6 qui sont les plus éloignés. Vous prenez régulièrement les navettes pour vous ramener au hall départ des avions et justement, la plupart du temps, vous allez circuler dans des navettes qui fonctionnent à l'hydrogène. Et il y a également des bus, Airbus de mémoire, qui transportent les salariés d'Airbus sur le site de l'aéroport. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a vraiment tout un écosystème qui a été développé. On a été lauréat en 2021-2022 de fonds européens. Donc on a été accompagné par la Banque européenne d'investissement, par une agence d'exécution qui s'appelle Cinea. Désolé pour les acronymes, je ne me lancerai pas dans le détail exact de l'acronyme en anglais, mais c'est une agence de la DG qui s'occupe de l'énergie. Et des transports plutôt. Et c'est grâce à ces fonds européens et la contribution de la région qu'on a été en mesure d'accompagner tous les sites qu'on a évoqués, notamment l'usine Idoc, Life, les stations, etc. Tout ça fait partie du panorama de la région. Et on a de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Parce que finalement, le plus dur, c'était d'enclencher la machine. C'est ça, l'enjeu, c'est de montrer qu'on peut passer du stade du pari à la réalité et qu'ensuite, de la réalité, il faut consolider les infrastructures qu'on a accompagnées. C'est quand même l'enjeu principal, c'est ça. C'est de montrer qu'il y a un marché qui existe, de le prouver, de le mettre en place. Et pour ça, on travaille au quotidien avec mes équipes, avec les autres directions de la région. L'agence, on l'évoquera tout à l'heure, de développement économique avec Benjamin Idéo, l'agence de régionale énergie-climat qui participe au financement aussi des projets en étant coactionnaire des projets. Et c'est vrai que voilà, notre enjeu maintenant, puisqu'on était très tourné sur une finalité mobilité lourde, l'enjeu c'était de créer une infrastructure complète, on produit, on distribue et on promouvoit et on fait sortir des usages. Ça c'était l'enjeu initial de base qui nous a permis d'avoir ces financements européens. Donc là, on est justement on vient de finir une expérimentation, en tout cas la mise gratuitement à disposition de transporteurs d'un camion qui tourne à l'hydrogène pour montrer aux transporteurs, aux chargeurs que c'est une solution qui fonctionne, qu'elle est pratique, fiable, etc., etc. Donc voilà, on est dans cette étape-là. Autre petits enjeux aussi portés par la région et pour montrer que finalement on essaie de se diversifier et de toucher à d'autres choses. On a bien entendu des entreprises type Genvia à Béziers qui produit des électrolyseurs. On a Bulan dans l'Hérault, Fabreg peut-être, mais j'ai un doute, mais je crois que c'est Fabreg, qui produit des chaudières hybrides donc, chez les particuliers. Donc elle produit spontanément, automatiquement, de manière autonome son propre hydrogène, mais qui pourrait voilà, être aussi une solution pour demain. Et côté région, on s'est aussi engagé en tant qu'usager. Donc on a des autocars qui tournent dans le Tarn et qui s'avitaillent donc notamment auprès de Life, le producteur, pour les lignes interrégionales sur le Tarn. Donc on a 2 autocars qui roulent actuellement. Et on a aussi l'engagement qui était souhaité par la présidente depuis le début, depuis le premier mandat, à la fois de rouvrir la ligne ferroviaire Montrégeau-Luchon. Pour ceux qui connaissent, vraiment, c'est une vallée un peu encaissée. Cette ligne ferroviaire était fermée depuis 2014. Elle vient d'être rénovée, réhabilitée, financée par la région. Et à terme, il y aura des rames hydrogène qui circuleront et qui transporteront les voyageurs. Donc vous voyez, on essaye petit à petit de venir pluguer une brique supplémentaire pour montrer que les choses se mettent en place. Maintenant, la machine est lancée. Il faut que, à la fois,
on puisse fiabiliser, stabiliser les modèles économiques de toutes les infrastructures qui ont vu le jour et déjà se projeter dans la suite. Parce que c'est ça l'intérêt dans les filières émergentes, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire juste de stabiliser un État à l'instant T, mais d'être capable de se reprojeter, et pas de se reprojeter sur un an, mais de se reprojeter sur 5, 10, 15 ans. C'est ça l'enjeu, et c'est comme ça qu'on donnera de la visibilité suffisante à tous les partenaires et acteurs socio-économiques. Donc, comme ça, on a là plusieurs chiffres, mais qui auront pris, je pense, globalement ce que je vous citais précédemment. Avec la carte, on peut visualiser. Juste dire aussi qu'il y a un enjeu pour nous également, c'est que, vous l'avez peut-être vu passer dans la presse, on a aussi découvert en France des ressources en matière d'hydrogène blanc, d'hydrogène naturel, présent dans le sol. Donc il y a une grande zone qui est plutôt en Moselle, évoquée, et on a une zone sur le piémont pyrénéen, le Comminges notamment, où là on a donc un permis d'exploration qui a été délivré à une société qui s'appelle Mantle 8 et qui donc va lancer à partir de 2027 de mémoire les premières études exploratoires pour voir un petit peu comment on pourrait valoriser cet hydrogène blanc qui, on l'espère à terme, voilà, en fonction des études bien entendu, nous permettent de gagner encore des points de compétitivité, de remettre à disposition de l'hydrogène produit localement, de recréer de la valeur sur ces territoires-là. Donc vous voyez, c'est vraiment une boucle vertueuse qu'on essaye de consolider avec tout le monde. Et je voulais bien entendu citer, parce que tout ça c'est possible avec l'intervention des élus, des équipes régions, hein, on est excellent, vous en doutez pas, mais on a aussi besoin d'autres partenaires, hein, d'autres acteurs, et pour ça on s'appuie sur des plateformes collaboratives, des écosystèmes, de la mise en réseau, parce que c'est important de travailler là-dessus pour créer aussi de la confiance les uns les autres et de la visibilité du partage d'infos. Donc, en premier lieu, je veux citer quand même Benjamin, Benjamin Febvre, donc notre animateur de la filière hydrogène, qui est présent ici. Donc c'est la filière IDEO, qui existe déjà depuis 2018, donc juste un an avant l'adoption du plan régional hydrogène vert. Donc j'imagine que le début du travail d'IDEO a permis de semer les graines pour ce plan régional. Et également une plateforme collaborative plutôt académique sur la formation, l'information, la promotion des métiers, puisqu'il y a aussi un enjeu de qualification et de formation à travers Génio. Et dernière slide, pour ma part, parce que là on parle de Barmar, hein, vous l'avez vu, donc Barmar, on est sur le golfe du Lion. Il y a un autre enjeu quand même pour nous, c'était que ce schéma un peu classique qui vise à aller prendre, en tout cas valoriser la production d'électricité moins chère, massive, renouvelable en Espagne et de l'amener vers le nord de l'Europe, quelque part, ça faisait une grande dorsale européenne et l'enjeu c'était de venir plugger, ramifier un petit peu autour de cette dorsale pour pouvoir permettre à nos territoires aussi de bénéficier de cette massification de l'hydrogène. Et pour ça, il y a cette canalisation qui a déjà été évoquée, Midi-ISO, qui va venir diffuser et qui va venir percoler au niveau de la région du Grand Sud-Ouest, parce que c'est l'Occitanie, mais c'est aussi, bien entendu, Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vraiment un enjeu fondamental pour nous, parce que quand je disais qu'il faut se projeter au-delà de l'année prochaine, mais plutôt sur des pas de temps plus longs, cette canalisation-là, elle nous donne cette perspective-là. Parce qu'elle va nous faire gagner des points de compétitivité, elle va nous faire gagner la massification, et ça va nous donner une structure de base sur laquelle on va venir décupler tout le travail qu'on a déjà mené, qui était un travail d'amorçage. Là maintenant, on est vraiment, à mon avis, dans l'étape d'après, où il faut massifier et grandir sereinement et de manière efficace. Et je m'arrête parce que je suis toujours trop long. Merci.
Non, mais c'est bien d'être long parce qu'il fallait être complet sur cette partie régionale qu'on n'a pas forcément pu aborder dans le détail lors des réunions précédentes. Tout de suite, on va passer à la partie de débat avec les différents intervenants. Il y a un point dont on n'a pas parlé dans les différentes présentations, c'est que la France s'est dotée d'une stratégie nationale hydrogène. Nicolas Hazan, une question compliquée pour vous. Est-ce que vous pourriez présenter et résumer pour le public, peut-être en moins de 2 minutes, quelles sont les grandes lignes de cette stratégie nationale hydrogène et notamment, qu'est-ce que ça dit sur les réseaux ? 2 minutes. Bonjour. Bonjour à tous. 2 minutes pour une stratégie nationale. OK, je relève le défi. Stratégie nationale, donc c'est une révision de la stratégie nationale qui est passée en 2025. Cette stratégie nationale, c'est comme objectif une production de 8 gigawatts d'hydrogène à l'horizon 2035, 4 gigas en 2030. 9 milliards d'investissements globalement de soutien de l'État sur ces développements. Plusieurs objectifs dans cette. C'est une révision, donc elle a été revue un petit peu à la baisse, les perspectives et la stratégie hydrogène nationale, tout simplement sur un principe tout clair de réalité du développement des tissus et de l'écosystème hydrogène français, et réalité face à la maturité des solutions qui permettent d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, cette stratégie hydrogène, elle vise avant tout à développer principalement l'hydrogène dans les applications où il n'est pas discutable, à savoir l'industrie de masse, l'industrie lourde, le raffinage typiquement, les aciéries, on en a parlé, les sujets en lien avec la chimie, les engrais. Donc ça c'est le premier axe et c'est le premier objectif, c'est l'industrie. Les usages massifs. Deuxième objectif est fixé et recentré par cette stratégie, c'est un usage qui avait moins été identifié initialement, qui sont les e-carburants. Tout ce qui est carburant à vocation aéronautique notamment et à vocation maritime. Ces e-carburants, c'est tout simplement en général de l'hydrogène vert auquel on couple du CO2 biogénique pour fabriquer des molécules de kérosène dont on a parlé. Il y avait le projet typiquement MGH que vous avez mentionné, qui est un de ces producteurs d'e-carburants. Troisième recentrage de cette stratégie, c'est la mobilité, où la stratégie a clairement défini que la mobilité pour les usages véhicules, on va dire, n'avait pas vocation à rentrer en compétition avec les batteries, les systèmes à batterie qui sont pour le coup très concurrentiels et pas forcément économiquement concurrents. Enfin, l'hydrogène ne peut guère s'aligner là-dessus. Donc la mobilité, c'est la mobilité où l'hydrogène est nécessaire, où on a besoin d'hydrogène. C'est-à-dire la mobilité lourde, typiquement les poids lourds longue distance, les voies ferrées, certaines voies ferrées actuellement fonctionnant au gasoil peuvent être aussi utilisées en hydrogène à partir de certaines distances. Donc recentrage sur la mobilité, sur des usages incontournables et non couverts par l'électrification. La stratégie cible aussi les hubs, la logistique. Donc c'est tout ce qui est hub hydrogène, c'est-à-dire que les développements hydrogène se font principalement sur les grandes zones industrielles, fort consommateurs, en regroupant production d'hydrogène et usage d'hydrogène avec toute la logistique, transport et stockage associés à ces usages lourds de l'hydrogène. Du point de vue des réseaux et des infrastructures, associés à ces hubs hydrogène, on va avoir le développement d'infrastructures transport. On a quelques acteurs autour de la table dans la salle aujourd'hui, entre Terregan et Atran, on a les deux principaux. Donc là-dessus, l'objectif, c'est de développer toutes les infrastructures transport nécessaires à l'alimentation, justement, à la liaison entre production et usage. Et accessoirement, une brique primordiale pour les usages industriels, c'est également le stockage. On a des besoins forts en stockage pour les industriels pour ne serait-ce que garantir l'approvisionnement et la sûreté des approvisionnements et le volet stratégique et souveraineté. Et donc, logistique, ces hubs hydrogène gravitent autour de usage, transport, stockage et utilisateurs. Et un dernier point sur ces infrastructures, c'est quelque chose que prévoit la stratégie nationale hydrogène, c'est le volet transeuropéen, c'est-à-dire que la stratégie prévoit clairement de relier les grands hubs de production hydrogène tels que l'Espagne
avec une énergie verte compétitive. Et donc l'objectif est aujourd'hui, dans la stratégie, de favoriser le développement d'infrastructures trans-européennes reliant les grands hubs de production hydrogène vert aux grands centres consommateurs d'hydrogène, au premier lieu desquels l'Allemagne et la France. Voilà, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que Barmar s'inscrit parfaitement. Merci, M. Hazan. Gardez le micro, j'ai une autre question pour vous. Vous êtes le délégué régional de France Hydrogène pour la région Occitanie. J'imagine que vous avez souvent des échanges avec vos confrères d'autres régions. Comment est-ce que la région Occitanie se situe en France par rapport aux autres régions qui, pour beaucoup aussi, veulent développer l'hydrogène? Sur quel domaine est-ce qu'elle est plutôt en avance ou sur quels autres est-ce qu'elle est plus en retrait? Alors effectivement, j'ai pas mal d'échanges et je suis envié par pas mal de délégués régionaux, pour être clair. On l'a vu, pour être clair, la région Occitanie a une particularité, c'est d'avoir mis en place un projet, la région a porté un projet de développement de la filière hydrogène depuis 2019, ce qui permet vraiment une structuration de la filière et une structuration de tout le réseau nécessaire au développement de cette filière. Réseau qui est constitué, on le sait, donc c'est ce que l'on a vu, par des industriels déjà. On a la chance en Occitanie d'avoir absolument toute la chaîne de valeur, que ce soit la production, que ce soit les usages, que ce soit la logistique transport, que ce soit les solutions et les briques technologiques, que ce soit l'utilisation avec des gens comme MGH ou autres qui utilisent cet hydrogène à des fins industrielles, ou des gens comme Bulan qui l'utilisent à des fins en les valorisant en brûleur, en brûlant l'hydrogène, ce qui est assez unique en France, en fait, on va dire. Donc on a cette capacité, cette maturité de l'écosystème occitan qui est là. On a une maturité au niveau des formations, on l'a vu avec le lycée Louise Michel typiquement, mais également plus largement avec le projet Géniaux. On a des laboratoires de recherche qui sont aujourd'hui structurés autour de Rio, tout le programme de recherche des laboratoires qui met 25 laboratoires, je crois, en commun, qui regroupe 25... Donc, on a un écosystème aujourd'hui qui a la chance d'être, si ce n'est mature, en tout cas très structuré. Et j'ai la chance, justement, on travaille beaucoup avec IDEO, avec Benjamin. On a la chance de travailler avec à la fois, et on fait des réunions communes entre Géniaux, la région Occitanie, la délégation France Hydrogène, les CCI, le groupe de travail CCI, il y a un groupe de travail CCI régional Occitanie. Donc on a vraiment une structuration de toute la filière qui est très très riche. Le sujet sur lequel on est un peu, où il y a plutôt des perspectives, où il faut avancer, c'est les sujets en lien avec l'industrie. On sait que la stratégie nationale a comme visée les grands hubs de production et de consommation d'hydrogène. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'hydrogène, la région Occitanie a aussi trois points forts, et le sud-ouest d'une façon plus élargie. On a 3 atouts majeurs pour l'avenir. On a parlé du gaz, de l'hydrogène blanc, avec des unités de production potentiellement des gisements. Ça, on verra ce que ça donnera, mais n'empêche que c'est des débouchés importants et c'est des productions importantes. On a un potentiel CO2 biogénique très important en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Grand Sud-Ouest, on va dire, qui permet de voir des perspectives de développement des ISAF dans nos régions normalement assez intéressantes. Et le troisième point, c'est qu'on a des capacités de stockage que l'on a plutôt en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, mais potentiellement ailleurs, qui offrent de belles perspectives sur le développement futur de la filière territoriale occitane. Merci. Je précise, ISAF, quand on emploie l'acronyme ISAF, ce sont les carburants de synthèse. Voilà. Lionel Barthes, peut-être pour rebondir sur cela, la stratégie REPOS, Région Énergie Positive, c'est vraiment la feuille de route en matière de transition énergétique pour la région Occitanie. Quelle place tient l'hydrogène là-dedans, et est-ce que finalement sans hydrogène ça ne marche plus? Alors, je parle sous couvert de Thierry. Ça représente, à 2050, j'ai essayé de faire le calcul, ça représentait, l'hydrogène vert devait couvrir 7 à 8% à peu près de la conso, des besoins énergétiques de la région. Donc on n'est pas sur les chiffres après la virgule, quoi. On est vraiment sur quelque chose de fondamental, et c'est d'autant plus fondamental qu'il y a quand même une partie
non négligeable de l'électricité renouvelable qui serait orientée sur la production d'hydrogène vert. Voilà, donc une partie à 2050 de la production photovoltaïque et de l'éolien serait orientée non pas sur la conso directe de l'injection dans le réseau, mais sur de l'alimentation des usines de production d'hydrogène vert. Mais Thierry pourra compléter si le souhaite nécessaire, il n'y a pas de souci. En termes de valorisation, une des slides de Thierry le montrait sur ce qu'on avait prévu dans REPOS en 2022. C'est-à-dire qu'on avait des différents modes de valorisation de l'hydrogène vert. Donc on avait de la mobilité et notamment de l'injection réseau qui représentait vraiment la grosse part. Là, pour tout vous dire, dans le cadre donc, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc ce qu'on appelle la PPE 3, pour la première fois, on nous demande de régionaliser les objectifs. La PPE, c'est un exercice national qui vise à planifier en 2030 et à 2035, donc sur 10 ans, comment va évoluer le paysage énergétique et où c'est qu'on doit produire de l'énergie, par quelle filière on doit produire de l'énergie et à quelle hauteur en France. Et là, pour la première fois, on nous demande de régionaliser ces objectifs nationaux. Et là, on devrait, début juillet, a priori, valider donc, la feuille de route en Occitanie, où on va réaffirmer la place de l'hydrogène vert. Et globalement, en 2030 et 2035, avec nos exercices, on est à peu près sur les temps de passage de REPOS. Donc, finalement, il n'y a pas de décrochage, quoi. Au contraire, maintenant que la machine est lancée, on y va. Par contre, là où, effectivement, il faut apporter un petit bémol, en tout cas une petite correction, c'est que, effectivement, entre la réalité des débuts des années 2020 et aujourd'hui, les choses ont évolué sur l'hydrogène. Et finalement, toute la partie injection réseau, qui est techniquement faisable, il n'y a pas de souci là-dessus, elle n'est pas forcément promouvable en l'instant T parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Donc c'est vrai qu'on a finalement le même volume d'hydrogène vert en 2030 et 2035 en Occitanie. Par contre, on l'utilisera différemment. Il y aura toujours la mobilité. Et effectivement, on ira peut-être plus massivement sur les e-fuels, les e-molécules. Ça, c'est vrai, très certainement. Et éventuellement aussi, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais dans la production de gaz de synthèse. Parce qu'il y a aussi un enjeu, notamment sur la méthanation. La méthanation et la méthanisation, alors désolé, c'est très proche les deux termes, mais bon, voilà. Et comme on a une grosse filière méthanisation en région, on se dit aussi que demain, ça pourrait permettre et contribuer à développer les gaz de synthèse et donc à promouvoir un exutoire sur la partie hydrogène. Voilà. Merci. Monsieur Salomon, allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que dans un scénario du type REPOS, ou négawatt, enfin des scénarios qui aboutissent, si vous voulez, à du quasiment 100% renouvelable à l'horizon 2050, ils fonctionnent à partir du moment où on a beaucoup de production renouvelable, bien entendu, mais en même temps aussi une baisse de la consommation au travers d'une vraie politique de sobriété et d'efficacité. C'est ça les fondamentaux, si vous voulez. Alors, ça veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment donné de l'année avec beaucoup de production renouvelable. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir évidemment beaucoup de soleil, et en même temps une baisse de consommation liée à l'efficacité et à la sobriété. Et donc on a trop d'électricité. Très, très clairement, quand j'avais étudié avec vous cette question-là, on a trop d'électricité à un moment donné de l'année. Et donc la question de cette transformation de l'électricité, puisque vous savez qu'elle se stocke différemment, elle se stocke difficilement, la question de la transformation est absolument essentielle. Et de la complémentarité. Et j'évoquais tout à l'heure la complémentarité entre l'électron et la molécule. La molécule, elle peut être d'origine méthane, par la méthanisation, ou d'origine H2, hydrogène, au travers des différentes techniques, y compris d'ailleurs celle de ce que vous avez évoqué, la méthanation, qui consiste à ce que derrière on finisse par faire de l'hydrogène à partir du CH4 et à partir, enfin du méthane et du CO2. Ça c'est très important. Et le dernier point, qui est tout à fait intéressant dans un scénario comme ici en Occitanie, c'est qu'il va falloir aussi stocker à un moment donné par rapport à des fluctuations électriques de consommation, mais aussi de stockage plus massif. Or, le stockage massif
à notre avis, se fera difficilement au travers de batteries. On a des limitations sur les matériaux, etc. Je ne veux pas développer. Par contre, il y a des éléments de stockage formidables qui existent ici en Occitanie, ou plutôt dans le Grand Sud-Ouest, au travers de stockages déjà existants, alors à la fois méthane, mais aussi des stockages hydrogène qu'il faut développer. Et l'avenir est là. C'est-à-dire que lorsqu'on aura beaucoup de renouvelables, il va falloir aussi associer ça à des grands stockages. Et là, l'hydrogène est bien passé, comme le méthane. Et l'Occitanie, évidemment, sur ces possibilités, avec aussi les entreprises qui connaissent déjà la technologie qui est liée à ces stockages. Merci. François Dedieu, il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois dans cette concertation, c'est celui de l'interface entre une très grande liaison comme Barmar et les réseaux plus locaux comme ISO, Midi, Hyphen. C'est la diapo que vous aviez présentée un peu plus tôt. Ces corridors-là, je pense notamment au corridor ISO, Midi, comment est-ce qu'ils sont définis par les pouvoirs publics? Pourquoi est-ce que l'on prévoit de passer ici? Est-ce que c'est une décision des pouvoirs publics ou est-ce que ça se fait avec les opérateurs de réseau? Et puis, voilà, quelles sont les caractéristiques de ces infrastructures qui sont envisagées en lien avec Barmar? Alors, c'est toujours hybride hein, comme décision. Peut-être reprendre un tout petit peu de hauteur et rappeler en termes de corridor déjà, comment est-ce qu'on définit un corridor, et puis peut-être après on zoomera. Un corridor comme H2Med, on part de l'Espagne, enfin de le Portugal, de l'Espagne, et on remonte vers l'Allemagne. Ce qui intéresse l'Europe et ce qui fait que ça devient un corridor européen, c'est pas forcément les réseaux dans chaque pays, c'est les interconnexions. Et c'est ce qui en fait un projet vraiment d'intérêt européen, c'est le lien entre chaque pays, le lien entre le Portugal et l'Espagne, le lien entre l'Espagne et la France avec le projet Barmar. Après, au sein de chaque pays, effectivement, il y a des choses qui sont plus locales, qui sont plutôt, on va dire, liées à la fois à des choses techniques, au potentiel aussi, à la fois côté production, côté consommation, à des contraintes de passage. C'est ce qui va définir les meilleurs, ou en tout cas les plus probables tracés futurs. Je ne me prononcerai pas pour mes collègues de Natran et de Terega sur les choix de passage des canalisations sur Terre, mais vous l'avez déjà vu, et j'en ai parlé très brièvement, vous voyez déjà que sur mer, il y a beaucoup de contraintes, alors sur Terre également. Mais voilà, gardez en tête le lien européen, il se fait surtout sur les interconnexions. Et ensuite, l'objectif, c'est de connecter les marchés entre eux. Je prendrai un autre exemple. C'est vrai qu'on est très focalisé sur l'Occitanie, mais l'Allemagne est très en avance là-dessus et travaille par cluster. Donc finalement, l'Allemagne a fait des zones régionales en regroupant des premiers industriels, des premiers producteurs, et ensuite va regrouper, connecter ces clusters. Donc c'est une très bonne illustration de la façon de faire et de l'interaction entre finalement des réseaux régionaux comme ISO et Midi et comment les connecter avec cette dorsale européenne. Finalement, on travaille, le but c'est de travailler évidemment les deux en même temps pour être parfaitement synchronisé sur la mise en service. Quand vous parlez de cluster en Allemagne, c'est l'échelle géographique d'un cluster pour qu'on comprenne bien par rapport à nos régions françaises. C'est de l'ordre d'une petite centaine de kilomètres, donc voilà, sur les premiers tronçons de canalisation, donc complètement l'équivalent d'une échelle régionale en France. D'accord, merci. Alors, toujours pour parler de localisation, Emmanuel Thomas, vous, avec CARE, vous avez fait le choix de Port-la-Nouvelle pour l'usine IDOC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur ce site et ensuite nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Quels sont les critères qui font qu'à un moment un industriel choisit un site plutôt qu'un autre? Alors, je dirais qu'au-delà du chauvinisme, puisque CARE est une entreprise occitane, on a choisi ce site parce que c'était le seul à nous offrir autant de possibilités. Par possibilité, j'entends déjà un terrain bien placé qui est sur un port. J'entends aussi par possibilité une connexion possible à de la production d'énergie renouvelable via les 3 flotteurs d'Eolmed qui sont en mer et aussi via des projets photovoltaïques qui sont sur site. Donc CARE, via Jean-Marc Boucher, qui est son fondateur, s'est impliqué très tôt dans ces discussions avec l'accompagnement de la région, parce que l'accompagnement de la région a été primordial dans tous ces projets.
Donc il s'est impliqué très tôt là-dedans, bien avant 2019. Et on a répondu à l'appel d'offres de la CEMOP, l'entité qui gère le port de Port-la-Nouvelle, dont on est actionnaire. On est actionnaire dans cette entité et on est gestionnaire du réseau d'énergie dans cette entité. On a par la suite commencé à construire Eolmed, construit IDOC qui produit, qui va rentrer en phase de production commerciale dans les mois qui viennent. Et on a aussi des projets photovoltaïques. Tout ceci forme un tout qui permet à l'entreprise de produire de l'énergie renouvelable à proximité de son usine IDOC et de pouvoir transformer cette énergie renouvelable en hydrogène. Lionel Barthes, oui, je vais vous prendre le micro, mais quelle est la place justement de l'usine, enfin pas de l'usine IDOC seulement, mais de Port-la-Nouvelle plus généralement dans le dispositif de transition énergétique de la région? Alors, Port-la-Nouvelle, c'est le port de la transition énergétique. C'est comme ça qu'on le présente, c'est comme ça qu'on veut le définir, et c'est son orientation. Le précédent intervenant l'évoquait à juste titre. Donc historiquement, voilà, c'est ancré éolien flottant, enfin éolien en mer. Il y a maintenant l'usine IDOC qui est en place. Pour nous, dans le cadre des déploiements, et ça revient tout à l'heure sur, si je peux me permettre juste de revenir en arrière sur ici. Si vous voyez, donc il y a Midi, il y a ISO. Donc toutes ces grandes canalisations là, hydrogène qui vont venir irriguer le sud-ouest. Et nous, on a un enjeu, c'est de raccorder Port-la-Nouvelle à cette grande canalisation, à cette horizontale, pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement sur le port. Si on veut attirer des investisseurs, si on veut attirer des acteurs privés, si on veut chercher à diversifier l'activité sur le port, ça sera fondamental pour nous d'être raccordé à cette canalisation parce que du coup, on aura accès à un certain volume qu'on consommerait d'hydrogène ou qu'on exporterait. Donc c'est vraiment une pierre angulaire, d'autant plus que comme il y a IDOC, ça donnerait aussi peut-être des perspectives à l'usine également. Donc vraiment, le sujet de Port-la-Nouvelle est traité de manière très fine au sein des équipes de la région, parce que justement, c'est à notre avis un des facteurs clés qui va nous permettre de changer de braquet au niveau du développement de la stratégie régionale et du développement de l'hydrogène vert, parce que ça nous ouvre aussi la façade maritime méditerranéenne avec d'autres perspectives qu'on pourra creuser. On a évoqué les sujets e-fuel, e-carburant, e-SAF, etc. Tout ça, ça va nécessiter des quantités très importantes d'hydrogène. Donc pour avoir accès à ces quantités, et si on veut avoir un peu de foncier sur Port-la-Nouvelle ou d'autres fonciers ailleurs en région, il faudra que voilà, on puisse avoir accès à ces volumes d'hydrogène très importants. Merci. Je vais poser une dernière question, puis ensuite on passera aux questions du public. Emmanuel Thomas, vous êtes directeur commercial. Alors, qu'est-ce que le directeur commercial pense d'un projet comme Barmar qui a la promesse d'un hydrogène abondant, abordable? Est-ce que pour vous c'est une opportunité? C'est une menace de concurrence? Comment est-ce que vous le percevez? Non, nous on perçoit ça comme une certaine opportunité. En fait, quand vous êtes producteur d'hydrogène, un des enjeux principaux, c'est le stockage. Le stockage est très difficile et très onéreux. Une usine d'hydrogène raccordée à un réseau, un pipe, pour nous, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. L'usine IDOC, elle a été conçue en deux phases. La phase 1, qui est la première phase qui a été construite, de 20 MW, est une phase dédiée à la mobilité lourde et à l'industrie. Cet hydrogène, il est stocké dans des containers d'1 tonne. Et cet hydrogène, il faut le transporter par voie routière ou ferroviaire vers les usages. La phase 2, qui est la jumelle de la phase 1, peut très bien être dédiée à une injection dans un réseau quelconque. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité. D'accord, merci. J'ai quelques autres questions en réserve, mais on verra. On va d'abord prendre les questions du public et ensuite j'y reviendrai. On m'a fait signe qu'il y avait déjà des questions en ligne, donc on va peut-être proposer à Madame Larue, si elle est prête, de nous lire peut-être une ou deux premières questions. Et ensuite, je passerai aux premières questions du public. Allez-y, Madame Larue, c'est à vous.
Ok, alors nous avons plusieurs types de questions. Des questions à la région, notamment lors de la présentation de la politique de la région. Une question de Madame Mercier, donc, qui intervient en tant que simple citoyenne, hein. De combien de fonds européens ont été obtenus au niveau de la région? Et plus généralement, combien d'argent public au niveau de la région sur l'hydrogène vert? Et au fur et à mesure de votre présentation, est venue aussi de sa part la question de est-ce que la massification est si vertueuse? Parce que vous présentiez ça de manière un peu positive, donc demande d'arguments. On a une autre type de question sur les effets sur l'environnement, notamment de Monsieur Valade, qui dit qu'il croit savoir que le rapport de production est de 1 litre d'hydrogène pour 9 litres d'eau, avec la hausse globale des températures et la hausse de la consommation d'eau pour les besoins vitaux. D'où va provenir l'eau nécessaire à la production et que devient l'eau utilisée avec quel impact sur l'environnement? Et peut-être une troisième type de question qui est plus sur l'extraction de l'hydrogène blanc. On demande de quelle est la technique d'extraction de l'hydrogène blanc. Pourquoi ne pas utiliser directement l'électricité verte? Et un deuxième question commentaire au regard des réseaux qui sont présentés, notamment le réseau ISO, est-il normal que les réseaux ne soient pas publics? Voilà, pour le moment, ce sont les premières questions que j'ai dans le chat. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de récapituler la première question. Donc, pour Monsieur Barthes, une double question. La première, c'est sur la participation de l'Europe à la politique de transition énergétique de la région, et plus particulièrement en hydrogène vert. Et ensuite, le deuxième, ce sera de nous préciser pourquoi est-ce que c'est vertueux de massifier. Alors, pour les fonds européens, ça va être simple. On a eu une subvention de l'agence d'exécution Cinéa promise de 14,5 millions d'euros et un prêt de la Banque européenne d'investissement de 40 millions d'euros qui devait nous permettre de financer 2 usines de production, des stations de distribution et éventuellement des usages. À ce stade, on est plutôt dans la période de versement et en attente du solde de la subvention de l'agence Cinéa qu'on devrait obtenir l'année prochaine. Donc la manipulation qui avait été faite, c'était de dire la région est coordinatrice du programme qu'on appelait Corridor H2, alors pas H2 Med, il faut faire la nuance, mais bon, Corridor H2. Donc on était lauréat à ce titre, on a touché les subventions et on a redistribué aux différentes sociétés de projet. Donc là, dans cette histoire, normalement, c'est opération blanche pour la région. On est là juste pour redistribuer sous la forme de subventions ou d'avances remboursables aux différentes structures. Là où c'est plus compliqué, j'avoue, c'est sur l'argent public qui a été mis. Parce que finalement, il y a la région en tant que distributrice de subventions. Et ça, à la rigueur, ça je peux dire, on a attribué autour de 7 millions d'euros pour l'achat de poids lourds hydrogène. Là où je suis plus embêté, je le reconnais, c'est sur le coût du train. Les autocars, c'est pris en compte dans le corridor H2. Il faudrait qu'on fasse le calcul plus après l'animation des agences. Il y a aussi les prises de participation, hein, c'est de l'argent de la région en tant que telle, c'est la prise de participation de l'AREC dans les différentes sociétés de projet aussi. Donc il y a de la subvention, de l'avance remboursable, mais aussi des prises de participation en tant qu'actionnaire. Donc il faudrait que je creuse le sujet, j'avoue que je donnerai un chiffre trop aléatoire là, comme ça. Et sur la massification heureuse, mais ça sera très très rapide, c'était peut-être un terme pas idoine, dans le sens où l'idée c'est pas de massifier, vous n'allez pas voir de l'hydrogène, des stations d'hydrogène partout du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, quand on dit de massifier, c'est de passer d'un stade où on est sur des écosystèmes qui se cumulent, qui sont plus ou moins grand que l'écosystème de Blagnac, c'est un petit écosystème. Tout ça, c'est très pertinent pour amorcer la pompe, pour montrer que ça marche. Mais après, derrière, il y a la question aussi de compétitivité, de prix. Le signal prix est fondamental pour les acteurs producteurs, mais aussi pour les usagers.
les industriels. Et pour qu'on puisse demain être compétitif, ça, il faut générer du volume. On n'a pas le choix. Et quand je dis massifier, ce n'est pas exclusif comme vision. C'est juste qu'à un moment, il faudra qu'on change d'échelle et qu'on passe de 2 cars, sur Narbonne, je crois que c'est 13 bus, etc. Tout ça, c'est important et on ne peut pas réussir sans passer par ces étapes-là. Par contre, il faut déjà se projeter sur la suite parce que maintenant, les infrastructures sont en place et il faut qu'on donne cette perspective. Et cette perspective, c'est plus, en tout cas. Merci. Il y avait une question sur l'impact environnemental, notamment l'impact en consommation d'eau de la production. Alors, Emmanuel Thomas, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des repères, peut-être, en tout cas au niveau d'IDOC? Au niveau d'IDOC, les ratios qui ont été cités sont justes. Nous, on a fait le choix, dans un futur proche, c'est-à-dire l'année prochaine, de raccorder l'usine IDOC à la station d'épuration de Port-la-Nouvelle. C'est-à-dire que l'eau qui va servir à produire de l'hydrogène sera issue du rejet de la station d'épuration de Port-la-Nouvelle. Elle passera par les électrolyseurs et elle sera rejetée dans le milieu naturel de façon tout à fait propre. J'en profite pour poser une question qu'on nous a posée la semaine dernière lors d'une visite et à laquelle on n'a pas su répondre. Est-ce qu'on peut aussi faire de l'électrolyse à partir d'eau issue des usines de dessalement? C'est tout à fait possible. D'accord, merci. Il y avait une autre question, c'était sur l'extraction d'hydrogène blanc. Peut-être Nicolas Hazan, est-ce que... Alors je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre, c'est une technologie nouvelle, donc qui est capable d'apporter des éléments sur cette technique de l'extraction d'hydrogène blanc? Personne ne s'y collait, j'imagine. Non, sur l'hydrogène blanc, on est sur des prospections, on est sur des phases très prospectives de gisements, effectivement. Et vous avez mentionné celui du Comminges et celui de Moselle. On est sur des phases très prospectives, donc les gisements ne sont pas connus, leurs géométries ne sont pas connues. Parler des conditions d'exploitation de ces gisements, ce n'est pas quelque chose de sérieux aujourd'hui de pouvoir en parler dans le détail. Ce qui est certain par contre, c'est que contrairement à ce qui s'est passé avec les gaz de schiste, notamment aux États-Unis, on a un cadre réglementaire français et des mesures d'accompagnement des projets industriels ayant potentiellement un impact environnemental qui est beaucoup plus fort en France, beaucoup plus encadré. Ça nous est reproché. On parle toujours de dénormer, dénormaliser toutes les procédures réglementaires associées au projet industriel. Ce qui est certain, et je les pratique tous les jours, c'est que les services de l'État, les services en charge de la préservation de l'environnement au niveau encadrement technico-réglementaire, sont beaucoup plus restrictifs et beaucoup plus attentifs. Et les industriels qui développeront ces projets en France seront systématiquement soumis à des études d'impact, des études environnementales, des études hydrogéologiques et autres. Et le sujet sera pris d'une autre manière que ce que l'on a vu à la télé, où vous avez du gaz du CH4 qui sort au robinet du contribuable. Donc on n'est pas dans le Far West en fait. Donc c'est un peu présumé. Excusez-moi, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la technologie. Ce que je sais, c'est que ces technologies seront soumises à autorisation et par conséquent passeront à la moulinette des instructions administratives. Oui, je voudrais préciser. Ça marche. Je voudrais préciser quelque chose. Attention, l'hydrogène blanc n'est pas une énergie renouvelable. C'est une énergie décarbonée, d'accord, pas de problème. C'est la molécule d'H2. Ça n'est pas une énergie renouvelable. Donc, dans le scénario REPOS, à l'époque, on n'en parlait pas, mais si on en avait eu, je ne l'aurais pas considéré comme une énergie renouvelable. Une fois qu'il y a eu épuisement, si vous voulez, du gisement, c'est exactement comme le gaz ou le pétrole. Voilà. Par contre, c'est décarboné. Et donc, ça ressemble un petit peu plus au nucléaire, en quelque sorte, qui, lui, est décarboné. Et les deux, nucléaire et hydrogène blanc, sont finalement des énergies extractives. Voilà. Merci pour cette précision. Ça peut être une énergie de transition aussi, hein, qui permet de passer à un moment donné un cap, etc. Mais fonder des scénarios sur des gisements d'énergie d'hydrogène blanc me paraît pas tout à fait ce qu'il faudrait faire derrière en termes de renouvelabilité à long terme en tout cas. Gardez le micro, il y avait une autre question à laquelle vous pourrez peut-être répondre et puis peut-être que François Dedieu pourra aussi apporter des éléments. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement l'électricité verte? Pourquoi est-ce qu'on fait une électrolyse à partir d'électricité verte pour faire de l'hydrogène? Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas directement pour nos usines, pour notre mobilité, l'électricité verte?
pour les raisons de stockage que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a la possibilité d'avoir un usage électrique immédiat à un moment donné, instantané, aucun problème. Il ne faut pas passer par évidemment la phase de l'électrolyse et puis faire de l'hydrogène et après de l'hydrogène refaire encore de l'électricité. Ça n'a pas de sens sur le plan énergétique. Ça n'a du sens que si derrière on se préoccupe de la question du stockage. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la clé c'est le stockage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec la baisse des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque, de l'éolien terrestre, etc., la clé est le stockage. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans les scénarios que j'ai présentés tout à l'heure, c'est qu'on commence enfin à avoir une vraie vision système énergétique. C'est-à-dire pas uniquement se préoccuper du coût du photovoltaïque ou du coût de l'éolienne, mais bien de l'ensemble du coût et des inconvénients, des impacts, etc., sur l'ensemble du système énergétique. C'est ça. Et là, maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est comme ça qu'il faut voir très clairement les choses. Et si je peux compléter, il y a aussi les usages, parce qu'effectivement, il y a cette partie stockage, et il y a aussi des usages qui peuvent être différents. Pour faire de l'ammoniac, par exemple, il faut de l'hydrogène, mais non plus comme énergie, mais comme matière première cette fois-ci. Pareil dans la chimie, dans certaines productions d'acier. Donc, il y a aussi le côté matière première, finalement, et donc l'usage ou des flammes à très, très haute température. Je pense à des fours verriers, par exemple, où je ne sais même pas si c'est possible avec de l'électricité. Donc, il y a des process sur lesquels on ne sait pas s'en passer. Oui, et d'ailleurs, dans les scénarios que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important et qui, à mon avis, va monter de plus en plus. C'est le passage d'une pétrochimie, aujourd'hui, qui nous permet d'avoir les engrais, le plastique et tout ce qu'on connaît, à une sorte de carbochimie à base, finalement, d'hydrogène et à base de CO2. Voilà, c'est-à-dire que là, on va retrouver les éléments de l'ensemble des molécules organiques. Ça, c'est des travaux d'avenir qui permettent justement de faire en sorte qu'on aura de moins en moins besoin de pétrole, également aussi pour la question matière. Et là, il y aura besoin d'hydrogène de façon importante. Là, je me projette dans 10, 20, 30 ans. Mais ça commence à venir et c'est très certainement des recherches et des voies qui sont intéressantes pour nous amener jusqu'à une neutralité carbone complète. La dernière question qui n'était pas tout à fait liée à notre thème de ce soir, mais qui est tout à fait liée au projet. François Dedieu, pourquoi est-ce que les réseaux de transport de gaz, et en l'occurrence d'hydrogène, ne sont pas publics? Alors j'avoue que la question m'a un peu surpris parce que je ne suis pas trop... Enfin, voilà, si on peut préciser qu'est-ce qu'on entend par public. Public, si c'est ouvert à tous, les réseaux seront ouverts à tous. Parce que c'est plutôt porté par des opérateurs publics ou privés. C'était plutôt ça le sens de la question. Si c'est dans ce sens-là, ils seront, en tout cas, c'est le cadre réglementaire est en train d'être posé pour qu'ils soient régulés. C'est-à-dire que, effectivement, c'est porté par des opérateurs privés, mais dans des conditions fixées par les États et par l'Europe, mais qui délègue à l'État la façon de faire, qui capte la rentabilité, qui met des règles sur l'accès des tiers pour que ces réseaux soient complètement ouverts. Il existe aujourd'hui des réseaux d'hydrogène entièrement privés. Le plus grand d'Europe est porté, pour ne pas le citer, par Air Liquide, qui pour le coup, lui, n'est pas un réseau ouvert et qui n'est pas un réseau régulé. Le cadre européen prévoit que les nouveaux réseaux d'hydrogène soient effectivement régulés, donc pas forcément portés par un opérateur public en soi, mais en tout cas encadrés, comme le gaz aujourd'hui, comme l'électricité, sur le même type de modèle, effectivement. Merci. Je vais prendre les questions dans la salle. Donc, levez la main pour me faire signe si vous voulez le micro. Lorsque vous posez une question, présentez-vous. Alors, ce n'est pas tant pour avoir votre nom, c'est plutôt pour avoir à quel titre vous vous exprimez, si c'est en tant qu'élu, en tant que représentant d'une entreprise ou d'une association. Allez-y, monsieur. Bonjour, Denis Lopez. Donc, moi, je suis là en tant que citoyen et président d'une société de conseil sur l'analyse de risque, d'où les questions qui vont venir. Donc, je voudrais aborder deux sujets avec vous. Le premier, c'est la rentabilité des usages et le deuxième, c'est la sécurité des usagers et des territoires. Alors, pour la rentabilité des usages, vous avez même bien mis en évidence l'objectif de rentabilité pour notamment les clients finaux industriels.
Et donc, est-ce que vous avez déjà identifié un niveau de marge pour les clients industriels qui choisiraient de prendre l'option hydrogène? Et est-ce que cette marge, j'en fais le lien avec mon métier d'analyseur de risque, prend en compte les surcoûts générés par le fait que l'hydrogène, on sait que depuis 1937 et Hindenburg, ça réagit pas mal, depuis Challenger en 86 aussi. Donc sur la base ARIA, j'ai regardé ces 80 morts qui sont recensés dans le monde dus aux accidents d'hydrogène. Donc c'est absolument pas neutre. C'est absolument pas neutre. Ça veut dire que ça signifie des injonctions par l'administration et ça signifie aussi des injonctions par les sociétés d'assurance, ce que je rencontre chez mes clients industriels. Donc est-ce que ces marges-là prennent en compte ces surcoûts? Voilà. Première question. Deuxième question sur la sécurité des usagers et des territoires. Est-ce que dans l'ensemble des projets, ben j'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous prenez en compte la dimension risque majeur, à la fois le projet qui génère des risques sur le territoire et à la fois le territoire par ces risques majeurs qui peuvent avoir un impact sur le projet? Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais voilà. Alors d'abord sur la dimension plus rentabilité. François. Alors, je vais donner des éléments génériques parce qu'effectivement, là, on est sur du domaine du commercial et du coût de l'hydrogène et de la production. Et voilà, on rentre dans des choses. Donc, je vais être sur des éléments génériques. Aujourd'hui, pour être très clair, un industriel qui passe à l'hydrogène, et surtout à l'hydrogène vert, il ne le fait pas forcément pour des questions purement économiques et pas forcément pour dégager une marge. Déjà, s'il arrive à ne pas perdre d'argent ou à être à ISOCOût, on est en démarrage de filière. On est au démarrage d'une filière. Donc, ISOCOût, c'est déjà une belle réussite. Pour autant, et vous avez raison, sur finalement tout ce qui va être sécurité industrielle, c'est effectivement un gros point d'attention. Il y a ceux qui utilisent déjà de l'hydrogène et qui vont passer de l'hydrogène gris à l'hydrogène vert, ce qui fait que finalement pour eux, à part l'origine de la molécule, ils ont déjà en place tous les procédés, toutes les normes de sécurité, etc. Et donc, ils sont déjà très compétents dans le cadre de la maîtrise des risques. Et puis après, il va y avoir des nouveaux usages et pour lesquels, effectivement, alors soit c'est des nouvelles usines et dans ce cas-là, il y a tout le corpus et dont on parlait, ICPE, Céveso, etc., avec les analyses de risque qui sont épluchées par les services des DREAL. Et puis pour des usines existantes qui veulent s'adapter, souvent, ça passe par des mesures de sécurité, des capteurs complémentaires, des tests, souvent des tests à petite échelle. On fait souvent des pilotes, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un peu d'hydrogène dans un process, on regarde comment ça marche, on apprend. Voilà, c'est par étapes, mais voilà, sans naïveté aucune sur le risque qui est réel, mais qui est maîtrisé, particulièrement en France, dans un pays où la réglementation est très bien construite et les contrôles nombreux. Merci. Il y a une nouvelle intervention dans la salle. Monsieur, je vous passe le micro. Merci. Alexandre Navillet, Territoire Alternatif. Je travaille tout ce qui est transition énergétique et territoire. Et pour savoir si le pipe des futurs projets d'hydrogène pour des territoires, est-ce qu'ils pourront se piquer dessus autant pour prendre de l'hydrogène quand ils n'en produisent pas assez pour le territoire ou autant pour en produire et alimenter le réseau? Alors, Barmar lui-même, le projet... Non, pas Barmar, je parle il va être de ce qui passe chez nous sur nos terrains. Là. Et pour les autres, je vais laisser sans doute, j'ai des collègues de Terriga et de Natran dans la salle qui pourront compléter, mais l'objectif, c'est effectivement que ces dorsales hydrogène sur les territoires soient connectés à des usages, donc qu'on puisse se brancher dessus au maximum pour relier des points de consommation ou de production. Peut-être plus pour préciser, Patrick Mathieu, comment ça se passe en général pour du gaz? Est-ce que ce sera pareil pour l'hydrogène? Oui, bonsoir. Alors, ça sera similaire, effectivement. Il y aura, comme l'a expliqué François, un dispositif, ce qu'on appelle d'accès des tiers au réseau d'infrastructures de transport d'hydrogène, qui sera conditionné, évidemment, à des mécanismes économiques, évidemment, qui auront derrière un mécanisme de souscription, d'accès à l'infrastructure d'acheminement. Alors, ça vaut pour les usages, ça vaudra pour les consommateurs, mais ça vaudra aussi pour les producteurs qui seront amenés, effectivement, à être raccordés à ce type d'infrastructure. Et pour compléter ce qu'a dit François, nous sommes sur une infrastructure, un marché naissant,
Donc, et comme ça a été dit, ce seront les premières infrastructures ouvertes aux tiers. Voilà. Et donc, il y a en ce moment des discussions avec les pouvoirs publics français, la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en place un dispositif d'accès des tiers au réseau. Alors, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, contrairement au gaz, ou à l'électricité, où l'accès des tiers au réseau se fait depuis la libéralisation du marché de l'énergie, eh bien, il faut trouver un dispositif d'amorçage pour permettre à ces usagers, quels qu'ils soient, de pouvoir accéder à ces réseaux si vous voulez, dans les meilleures conditions et d'équité possible. C'est le rôle qu'a rappelé François des régulateurs et des pouvoirs publics de mettre ça en place. Et nous, opérateurs, eh bien, on obéira à ces règles. Merci. Je crois qu'on a de nouvelles questions en ligne. Non, pardon, excusez-moi, madame. Je vous passe la parole. Bonjour. Je suis une simple citoyenne. J'ai une question un peu bête. Mais je voudrais savoir, vu que tout va être par rapport au photovoltaïque, pratiquement, et aux éoliens, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos corbières, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas des photovoltaïques. Donc si vous n'avez pas de photovoltaïque, vous faites comment ? Alors, je vais donner là encore une réponse peut-être un peu plus générique et peut-être pour rappeler un des enjeux du projet Barmar notamment, c'est d'acheminer surtout de l'hydrogène qui va être produit en péninsule ibérique, donc très clairement en Espagne et au Portugal, là où il y a des potentiels et beaucoup de place, en fait, pour le dire très clairement, pour des champs photovoltaïques et éoliennes. Donc l'hydrogène est produit directement sur place là-bas en Espagne, puis acheminé jusqu'en France par ce réseau et ensuite distribué jusque dans les territoires. Je ne sais pas si ça répond partiellement à la question. Alors, en fait, vous déplacez le problème de 500 km ou de 300 km. En fait, je ne comprends pas. Vous avez parlé de l'énergie nucléaire qui n'est pas renouvelable. Mais vous avez un projet qui s'appelle le projet Astrid, qui a été complètement éliminé par le gouvernement et qui fait que l'énergie nucléaire peut devenir quand même renouvelable. Je veux dire, ce ne sera pas une énergie qui va être... le projet Astrid fait que l'uranium est rechargé, reproduit. Enfin bon, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous voulez absolument inonder les paysages qui sont magnifiques et du Portugal et de l'Espagne et des corbières avec des photovoltaïques et des éoliennes en mer. C'est absolument... L'ensemble de la population rejette totalement ces idées-là. Alors, évidemment, le projet de l'hydrogène vert, c'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement nécessaire pour l'industrie, on a compris, les plastiques, l'ammoniac, tous les fertilisants, l'acier, très bien, très bien. Maintenant, cette énergie... on peut la trouver avec le nucléaire. On n'est pas obligé de faire de l'énergie qui vient uniquement du photovoltaïque et de l'éolien, qui sont des énergies renouvelables mais intermittentes. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Voilà. Et je vous dis, la population est totalement réfractaire, au moins ici dans les Corbières, à ce qu'on rase les forêts et on fasse ce projet qui va complètement détruire le tourisme et le mode de vie de la région. Voilà. Peut-être que ça va produire du travail, tout à fait, mais il y a aussi d'autres critères qui sont à prendre en compte. Peut-être M. Salomon sur les aspects produire de l'hydrogène à partir du nucléaire ou à partir des électricités, des énergies renouvelables. Et puis ensuite, peut-être François Dedieu pour parler de la politique européenne à ce niveau-là. Oui. Enfin, je veux bien répondre, mais là, l'attaque est directement sur les renouvelables, que ce soit sur le photovoltaïque ou sur l'éolien. Bon. Quelle est votre solution alternative? Vous avez parlé d'Astrid tout à l'heure. Astrid, c'est une unité qui est à peu près comme ce qui a été fait sur Superphénix. On est donc effectivement sur du nucléaire, avec la production
à partir de plutonium de déchets extrêmement toxiques sur à peu près 200 000 ans, avec des matériaux de refroidissement qui peuvent soit exploser, soit arriver à derrière créer des incendies uniquement par contact ou par l'air. On est sur des énergies et sur une problématique de risque qui me paraît, moi, infiniment supérieure à celle du photovoltaïque ou à celle de l'éolien. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on arrive maintenant à avoir des systèmes sur lesquels, à la fois sur le photovoltaïque et sur l'éolien, on a une possibilité de faire en sorte qu'on ait des retours au niveau des citoyens qui sont intéressants. Je vais prendre simplement un exemple sur un village qui est à côté de chez moi. La commune a mis en œuvre du photovoltaïque sur les toitures de l'ensemble des bâtiments communaux, sur l'église, sur toute une série de choses. Et a créé une centrale solaire citoyenne qui n'est pas uniquement dans un endroit qui détériore le paysage, mais qui est au niveau des toitures, directement sur sites et proches. Et je termine en disant que le résultat de tout ça, c'est la création d'une sorte de démocratie citoyenne sur l'énergie, avec redistribution derrière de l'ensemble de l'énergie. Madame, je n'ai pas parlé qu'il fallait raser toute une série de choses. Je dis simplement, au lieu d'avoir... S'il vous plaît. Laissons répondre. Madame, je pense qu'il faut avoir une vision sur laquelle on se dit quel est l'impact qui est le minimal. On a maintenant des impacts au niveau du photovoltaïque qui sont réduits de façon tout à fait forte, avec éventuellement des co-usages entre la partie de production, d'utilisation de surface animale pour les animaux ou alors pour les plantes, avec le photovoltaïque. Ça fait partie de la solution. Il ne faut pas faire n'importe quoi, je suis d'accord tout à fait avec vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mises en œuvre de façon inadéquate à un moment donné, mais la solution de demain, elle est là, et elle est là aussi pour les générations à venir. Pas sur une technologie comme celle que vous avez évoquée, qui est encore uniquement sur des bouts de papier, qui a été abandonnée dans le cas de Superphénix. François Dedieu, alors on n'est pas sûr. Quelle est la... Oui, alors Monsieur Hazan, et ensuite peut-être parler aussi de pourquoi est-ce que l'Europe justement pousse du côté de l'hydrogène vert. Alors, juste une précision. La stratégie nationale hydrogène, alors je ne parle pas du projet Barmar pour le coup, je parle du projet, la stratégie nationale hydrogène parle d'hydrogène décarboné. Hydrogène décarboné, c'est les énergies renouvelables, mais c'est également l'énergie nucléaire. Donc il n'est pas exclu du tout pour faire face aux besoins en électricité que va requérir la production d'hydrogène au niveau national, que l'on s'appuie sur une spécificité française qui est le parc nucléaire national français. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à l'utilité, ce n'est pas que les emplois, c'est aussi aujourd'hui, quand on se reprend sa voiture et que l'on paye son carburant à 2,40 €, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet citoyen par rapport à ça, et il est important aujourd'hui qu'on se préoccupe de la souveraineté. Tout ça, on gravite autour de quoi ? On gravite autour de projets de souveraineté nationale au niveau énergétique. Donc la souveraineté nationale, c'est effectivement la problématique d'énergie renouvelable, c'est également le nucléaire, effectivement en France, mais tout ça a besoin d'un vecteur, c'est ce que l'on a expliqué, pour être soutenu, même l'électricité, même produite par des centrales nucléaires ou énergie renouvelable, en tous les cas, l'hydrogène présente l'intérêt du vecteur, c'est-à-dire la capacité à stocker. Madame, voilà. Sur la production, François Dedieu, sur la production, donc, puisque Barmar, c'est un projet qui a vocation à transporter de l'hydrogène produit dans la péninsule ibérique vers la France. Alors effectivement, je rejoins aussi, effectivement, on transportera l'hydrogène qui sera amené et qui sera produit en Espagne. Et là encore, effectivement, l'Espagne a un potentiel qui est effectivement plutôt en hydrogène renouvelable, avec des potentiels solaires et éoliens, parce que la caractéristique du pays le font de telle manière. Pour compléter les propos de mon confrère,
En France, les productions d'hydrogène aujourd'hui sont plutôt hybrides, et Emmanuel Thomas va sans doute le dire, c'est souvent à la fois un mélange de renouvelables et de nucléaire finalement, et d'électricité du réseau, parce que les caractéristiques du réseau électrique et du pays font que ça s'y prête. Donc finalement, on va avoir particulièrement sur Barmar de l'hydrogène renouvelable. Sur les autres segments du réseau H2Med, des différents types d'hydrogène qui vont pouvoir se mélanger, à la fois d'origine carbone nucléaire, pour le dire très clairement, et d'origine renouvelable côté français. Ça, c'était pour le premier point de la question. Le deuxième point, c'était sur la partie effectivement européenne. Finalement, on regarde aussi les potentiels, et ce qu'on voit, c'est que si on veut atteindre les objectifs de décarbonation, si on veut atteindre les objectifs de souveraineté que s'est fixé l'Europe, on va regarder là où c'est le plus économiquement et technico-économiquement pertinent de produire de l'hydrogène, là où la filière se développe le plus vite. On voit aujourd'hui, et la raison d'être de Barmar, c'est ça, on voit qu'il y a un énorme gisement de projets, un gros développement de projets en Espagne, que les besoins, la consommation se fait en France, se fait en Allemagne, et naturellement, il y a un besoin qui émerge de créer une infrastructure pour connecter les deux. Alors, pour revenir sur votre propos au sujet du photovoltaïque, puisque c'est vraiment de ça dont vous parlez, je dirais qu'il y a plusieurs manières de voir la chose. Effectivement, je pense qu'à un certain moment en France, il a été fait un peu tout et n'importe quoi au niveau du photovoltaïque. Raser des forêts, c'est ce que vous évoquez. Il a été fait la même chose au niveau de l'éolien. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Il y a des champs d'éolien qui ont été positionnés en France, surtout au début de l'éolien, à des endroits où il n'y avait pas beaucoup de concertation à l'époque. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais voilà, ça dénaturait vraiment le paysage. Moi, je peux vous parler de Port-la-Nouvelle, puisque c'est ce que je gère. Sur Port-la-Nouvelle, l'énergie photovoltaïque viendra des toits du port, essentiellement, et viendra aussi d'un site qui était un ancien site d'INEF, qui est extrêmement pollué. Sur ce site-là, il est convenu, il est même interdit de construire quoi que ce soit. Et sur ce site, nous allons placer 20 mégas de production photovoltaïque. Et avant de les placer, nous nous engageons à dépolluer ce site. Une fois dépollué, il ne sera toujours pas habitable, mais la meilleure façon de l'utiliser, étant donné qu'on ne pourra pas faire de plantation dessus, parce que rien ne va pousser, c'est trop pollué, on y met des panneaux photovoltaïques. Donc il y a une autre façon aussi de pouvoir faire ça. Il ne faut pas stigmatiser les pratiques qui ont été faites avant à ce qui peut se faire maintenant. Vous voyez ? Il y a quand même des différences. Les choses maintenant se font dans une meilleure intelligence par rapport à ce qui a été fait. Je parle en tout cas pour nous, parce que c'était notre credo. Merci. On m'a fait signe qu'il y avait des questions en ligne. On va peut-être rouvrir le micro pour Madame Larue. Allez-y, c'est à vous. Merci. Alors en fait, je voulais demander des compléments par rapport aux questions précédentes sur l'impact sur l'environnement lié à la fois la consommation d'eau, notamment dans le département de l'eau, de considérer déjà comme ayant un réel problème de sécheresse et depuis longtemps. Donc peut-être plus positionner cette consommation-là et l'impact sur l'environnement des rejets. Vous avez expliqué d'où ça venait, mais pas abordé cette question de l'impact. Deuxième point, ça serait l'impact écologique en cas de fuite d'hydrogène sur le pipeline sous-marin et aérien. Donc ça, c'est un peu les aspects environnementaux. Une autre question, c'est il semblerait que les réseaux de gaz naturel soient supprimés. En tout cas, Madame Mercier en a entendu parler. Et donc, du coup, pourquoi ne pas utiliser ces canalisations? Et de même, un commentaire, l'ADEME ne va-t-elle pas être supprimée? Et du coup, ça renvoie aux remarques qui étaient faites dans les réponses apportées sur le rôle de l'ADEME dans ces politiques. Voilà. Ah, oui, Monsieur Thomas, peut-être sur les compléments, sur les impacts en eau, à la fois en consommation, rejet. Oui. Alors déjà, je vais revenir sur l'idée de la consommation. Le fait d'avoir décidé de s'alimenter via le rejet des eaux usées de la station de Port-la-Nouvelle n'influera pas sur les ressources en eau. Je m'explique.
les rejets de la station d'épuration de Port-la-Nouvelle, c'est un volume qui est 10 fois supérieur aux besoins d'IDOC. Donc on a encore pas mal de marge à ce niveau-là. Et au niveau des rejets, l'eau n'est pas propre à la consommation, elle n'est pas potable. Par contre, elle n'a aucune incidence sur l'environnement. Cette eau est tout à fait rejetable dans l'environnement. Elle a été retraitée, filtrée, mais il n'y a aucun procédé chimique qui vient dans ce traitement. Merci. Il y avait une question sur l'impact des fuites, d'une éventuelle fuite d'hydrogène, soit dans la partie sous-marine, soit dans la partie aérienne, en tout cas terrestre, de la canalisation. Quels seraient les effets d'une fuite d'hydrogène? Alors, peut-être déjà rappeler qu'est-ce qui peut provoquer une fuite, puisque finalement, à la base, quand même des canalisations qui ne fuient pas, c'est conçu pour ça. Le principal risque de fuite, c'est lié à des agressions de canalisation. Donc effectivement, quand on est sur une canalisation sous-marine qui, de plus est, recouverte de béton et enterrée à 1 mètre sous le fond de la mer, les probabilités qu'il y ait une fuite liée à un incident, quelque chose qui viendrait percuter et réussir à la faire fuir, sont infimes. Sur Terre, de la même façon, et les opérateurs de gaz ont cette expérience-là, le principal point de vigilance, il est sur ce qu'on appelle les agressions, c'est-à-dire les chocs accidentels entre un objet tiers, par exemple une pelleteuse, par rapport à ces canalisations. Donc l'occurrence et la probabilité, elle vient essentiellement de ça, donc finalement très très faible. Le deuxième point, avant de parler d'environnement, c'est surtout le risque industriel, parce que c'est ça qu'on va essayer sur lequel on va être le plus vigilant. Avant tout, c'est la sécurité, pour s'assurer qu'en cas de fuite, on ait tous les moyens nécessaires pour limiter les risques, couper rapidement le flux et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets dangereux. Et ça, que ça soit par exemple, alors je prends le cas de Barmar, sur les installations de surface à l'entrée et à la sortie ou en mer. Et ensuite, sur le risque environnemental, finalement, on rejetterait, finalement le risque il est lié à du rejet d'hydrogène dans le milieu naturel, dans ce cas-là de l'eau. Alors je vais demander à mes collègues de confirmer parce que je ne suis pas un expert sur le sujet, mais ce n'est pas un produit toxique, l'hydrogène, et ce n'est pas non plus un gaz à effet de serre. Donc finalement, les impacts sont relativement limités, mais je demanderai à mes collègues de confirmer quand même pour ne pas raconter de bêtises. Nicolas Hazan, oui, je crois que vous vouliez rajouter un point sur cela. Oui, juste... Allez-y, c'est bon, ça va. Oui, juste pour rappeler un point, c'est qu'on a en France 60 000 km à peu près de canalisation de transport, de pipeline. Et ça se passe plutôt pas mal. Les canalisations, les transports de canalisation terrestre, pour le coup, je connais moins l'offshore, mais les canalisations de transport terrestres sont les moyens les plus sûrs au niveau accidentologie pour transporter les produits tels que l'hydrogène, le gaz nat ou autres produits tels que le pétrole, le gazole. C'est le moyen le plus sûr en termes de probabilité d'avoir des molécules et des transports de ce type-là à travers les territoires. C'est bien préférable d'avoir une canalisation que d'avoir des camions sur les routes ou des wagons sur les rails. On est sur des probabilités d'accident bien plus faibles sur les pipelines. Quant aux problématiques environnementales, je le confirme, l'hydrogène n'a aucun impact environnemental, mis à part le rejet. Et alors l'hydrogène, contrairement à ce que l'on pourrait croire, a une particularité, c'est qu'il est excessivement inflammable. Quand on a une fuite, c'est très bien quand on s'enflamme. Plus on s'enflamme vite, moins on a d'effets. C'est-à-dire que les accidents sur des canalisations d'hydrogène ont la particularité d'avoir une inflammation quasi immédiate, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'accumulation de produits, on a très peu de nuages, ce qui est un cas plutôt favorable. Donc on a des effets qui sont comme toutes les canalisations de transport de produits sensibles. On a des effets associés, mais qui ne sont pas particulièrement différents de ce que l'on rencontre dans le gaz nat ou d'autres produits chimiques qui sont transportés par canalisation sans qu'on s'en rende compte en fait. Merci. Je pense que la question sur l'ADEME, on n'a pas de représentant de l'État ce soir, donc je ne pense pas qu'on puisse répondre sur l'avenir de l'ADEME. Par contre, il y avait une question tout à fait pertinente sur les réseaux actuels de transport de gaz naturel. Une personne faisait remarquer que certains de ces réseaux sont supprimés. Est-ce qu'une solution serait de réutiliser, convertir ces réseaux pour le transport d'hydrogène ?
Alors ça sort du pur cadre de Barmar, hein, qui lui est une canalisation neuve, mais effectivement une fois sur Terre, sur les segments du corridor H2Med, il y a des tronçons qui vont être réutilisés, surtout dans les cas où il y a plusieurs canalisations en parallèle. C'est des choses qui peuvent arriver. Il faut quand même assurer une transition. On ne va pas du jour au lendemain complètement basculer d'une énergie à l'autre, mais ça peut se faire progressivement. Et dans les cas où aujourd'hui plusieurs canalisations de gaz sont en parallèle, on peut finalement en convertir une à l'hydrogène et ça évite de poser des nouvelles canalisations. Donc ça, c'est effectivement ce qui est prévu sur certaines parties du réseau terrestre. Juste pour compléter, ce genre de transfert, c'est très encadré au niveau réglementaire. Donc il y a des modalités de transfert et des autorisations administratives encore à obtenir dans ce type de transfert de transport de produits qui passeraient potentiellement de gaz nat à de l'hydrogène. Donc ça, c'est très encadré. Et on a toute une série d'études techniques associées à ces évolutions, parce que l'hydrogène a une particularité, c'est que c'est une petite molécule qui a un effet sur les métaux qui est bien particulier, qui sont parfaitement connus. Mais pour réutiliser des ouvrages existants qui ne sont pas officiellement et initialement conçus pour de l'hydrogène, il arrive de devoir faire des modifications de pression d'exploitation ou autre pour les rendre compatibles à l'hydrogène. Donc c'est très très encadré, très connu, et pas mal d'industriels travaillent dessus, dont Natran et Terega, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle, des avis ou des questions? Sinon, on me fait signe qu'il y en a à distance. Alors on passe peut-être donc à distance, en effet. Oui, c'est juste un petit complément de M. Valade qui dit, vous parliez de canalisation enterrée dans les fonds sous-marins et recouverte de béton, alors que tout à l'heure, il nous a été dit qu'elle était juste posée au fond. Donc peut-être une précision sur ce qu'il en était. Et puis c'est juste un petit complément par rapport à ce que vous venez de répondre sur la réutilisation des canalisations. D'un point de vue terrestre, on sait que Barmar remonte jusqu'à Hyphen. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de cette réutilisation possible ou pas de ces canalisations en réponse à la question posée par Madame Mercier? Alors, je vais faire une première précision donc, sur la première question, parce qu'effectivement, ça peut créer une confusion, la façon dont je l'ai exprimé. En fait, dans la pose de canalisation sous-marine, c'est une canalisation en acier, très classiquement, mais pour qu'elle puisse tomber au fond, on est obligé de la lester. Et pour la lester, on utilise du béton. Donc en fait, elle est recouverte de béton, mais elle est conçue comme celle-ci. Donc on ne vient pas couler du béton dans les fonds marins. Ça faut clairement, voilà. Je ne voulais pas créer de confusion là-dessus. C'est juste qu'elle est conçue comme ça, entourée de béton, et finalement, ça va la lester pour qu'elle puisse tomber dans le fond. Et ensuite, elle est recouverte de... Et ensuite, on l'enterre voilà, dans le sable, par exemple, à 1 mètre de profondeur. L'autre question, par rapport à la réutilisation, enfin, pour aller un peu plus loin sur le sujet de la réutilisation des canalisations existantes et de la liaison, parce qu'en effet, alors Barmar, ça s'arrête très vite, je crois. Quand on arrive sur la côte, c'est quelques dizaines ou centaines de mètres. Exactement. En fait, on arrive sur Terre et dès qu'on remonte à la surface, finalement, la frontière du projet s'arrête là. Et ensuite, on va aller vers les autres réseaux terrestres, donc principalement Hyphen, donc la dorsale qui va remonter vers le nord de la France, et puis Midi pour aller vers l'Occitanie, et Inframed pour aller vers les stockages notamment souterrains du côté de Manosque. Alors, sur ces réseaux, oui, sans faire la concertation avant l'heure, parce que je crois que ces projets seront aussi soumis à la concertation, mais est-ce que, néanmoins, il y a une question, est-ce que sur ces parties-là, il y a des sections éventuellement réutilisables? Et là, je ne sais pas me prononcer parce que ça sort complètement du cadre de Barmar. Donc voilà, peut-être une personne de Natran qui peut apporter quelques précisions. Allez. Bonjour à tous et toutes. Donc en effet, sur le projet à Hyphen, donc on parle d'une canalisation de 800 km de Fos-sur-Mer jusqu'à la frontière allemande. Et donc il y a bien des tronçons qui sont étudiés pour vérifier la possibilité de les convertir en hydrogène et étudiés, comme ça a été dit déjà par les précédents intervenants. D'une part, sur la vérification qu'il est bien possible de se passer à l'horizon de mise en service de Hyphen, qui est le même que celui de Barmar, donc 2032, qu'il est bien possible de se passer de ces réseaux pour le transport de gaz naturel. Et d'autre part, par rapport aux vérifications qu'évoquait un articulaire précédent sur effectivement la capacité de ces réseaux à pouvoir être opérés en hydrogène avec une pression qui permet la compatibilité avec les quantités qui seraient à transporter dans le projet Hyphen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
ou à distance. On approche de l'heure de fin de cette réunion. Peut-être, alors je crois qu'on a une diapo qui présente l'agenda. Non, on l'a pas. Si, on l'a peut-être en suivant. Ah mais non, on l'a pas. Alors je vais vous le faire de tête. Pour les prochaines étapes, donc nous, on est encore là cette semaine dans l'Aude. On sera demain au marché de Saint-Pierre-la-Mer. On doit voir le lycée Louise Michel de Narbonne, enfin, les élèves de première du lycée. Et on aura une présentation, enfin une visite vendredi qui est déjà complète, hélas pour l'usine IDOC. Il y a eu beaucoup de succès. Si vous êtes intéressé par d'autres facettes du projet, d'autres sujets, la semaine prochaine, on sera dans le département voisin de l'Hérault et on parlera un peu plus de pêche, notamment lors d'une conférence débat qui aura lieu à 7 sur le sujet de la pêche et qui, comme celle-ci, sera retransmise aussi en direct. Donc vous pouvez aussi y participer à distance si vous le souhaitez. Et dans 2 semaines, on se remettra à parler un peu plus d'industrie, puisqu'on sera du côté de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de Fos-sur-Mer, avec plusieurs temps à la fois de visite et de conférences débat sur les effets de ce projet sur l'industrie. Enfin, Madame, vous aviez évoqué le sujet de la production en Espagne et des impacts en Espagne. Je note que le 17 juin, on a une réunion publique intermédiaire à Canet-Roussillon, où on aura, parce qu'on ne l'avait pas précisé avant, il faut savoir qu'il y a une concertation qui se déroule en simultané du côté espagnol, sur ce même projet Barmar. Donc, à l'occasion de cette réunion intermédiaire, il y aura justement un point qui sera fait par nos homologues espagnols pour expliquer un peu au public français ce qui se dit en Espagne, puisque les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, mais ça permettra justement de faire un point sur les sujets qui sont abordés du côté espagnol. Et donc là aussi, c'est une réunion publique qui se déroule à Canet-Roussillon le 17 juin et qui est retransmise en direct. Toutes les informations sont sur le mémo qui était diffusé à l'entrée. Toujours pas plus de... Non, bah écoutez, s'il n'y a pas plus d'interventions... Si, madame. Je donne le micro, sinon on ne vous entendra pas. Je voudrais juste savoir si c'est enregistré. Si c'est enregistré, où est-ce qu'on peut le voir? On peut voir comme une émission, quoi. La vidéo, oui. Alors tout à fait, c'est enregistré et sur le mémo, enfin le registre en fait numérique où vous pouvez aussi déposer vos contributions. Vous avez une plateforme de concertation où toutes les réunions qui sont diffusées en direct sont aussi en replay quelques jours plus tard. Il faut nous laisser le temps de traiter la vidéo et de la mettre en ligne. Mais je pense que dès la semaine prochaine, elle devrait être en ligne. C'est sur le. Alors, écoutez, je vais vous montrer. C'est sur l'adresse. Alors, voilà, là, vous avez sur la diapo que l'on voit l'adresse du site officiel, du site institutionnel de Barmar. Vous l'avez dans les documents que vous avez. Et depuis cette plateforme, vous pouvez accéder, enfin depuis ce site, vous pouvez accéder à la plateforme où vous aurez toutes les informations, toutes les réunions, le programme, etc. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Si vous voulez poursuivre les échanges, on va installer un petit verre de l'amitié avec quelques boissons fraîches puisqu'il fait très chaud. Et puis, on se donne rendez-vous, pourquoi pas, pour la suite de la concertation. Bonne soirée.